Là, le deuxième volet de la politique de la concurrence, c'est le droit de contracter, auquel on s'est attelé. Le droit de contracter, c'est le droit de l'entente. Le droit de l'entente sur les prix, le droit de l'entente sur des répartitions de marché. Aujourd'hui, avec la notion de la concurrence qu'on a, eh bien, on crie au scandale quand on parle d'une entente sur un prix ou d'une entente sur une répartition du marché. Mais c'est oublier l'importance de l'entente et l'intérêt de l'entente. C'est-à-dire que quand l'entente a un intérêt parce qu'elle permet de diminuer la pression de la concurrence et de viser un intérêt sociétal. Donc quand on parle d'entente, ce n'est pas un intérêt seulement économique, c'est aussi un intérêt justement sociétal, parce que ça permet de garantir des marges sur les prix. Et la marge sur les prix, eh bien, ça permet à des entreprises, ça permet de pérenniser des entreprises, donc de pérenniser l'emploi, ça permet à des entreprises d'avoir de quoi investir, de quoi innover. Et au niveau d'une région, c'est extrêmement important. Et c'est intéressant de voir que le législateur, en 1947, quand ils avaient refait les lois sur la politique de la concurrence, eh bien, ils avaient donné de l'importance à ce droit de contracter. Il faisait partie, c'était la base de la liberté de commerce et d'industrie. Parce que à ce moment-là, c'était au sortir de la guerre, c'était aussi la suite après la crise des années 30. Et il y avait à ce moment-là plein de réflexions par rapport à l'objectif de plein emploi. Par exemple, pendant la guerre, eh bien, il y a le fondateur de la Migros qui avait lancé une initiative pour inscrire dans la Constitution de rendre responsable le gouvernement du non-emploi. C'est-à-dire une personne qui n'avait pas d'emploi, eh bien, c'était le gouvernement qui était responsable. Donc il y avait une volonté de mener une politique économique de plein emploi. C'est la raison pour laquelle ils attachaient de l'importance à ce droit de contracter. Et la politique, la commission de la concurrence aujourd'hui s'attaque à tout ce qui est entente. Et cette attaque contre tout ce qui est entente et tout ce qui est cartel a été basée sur l'idée que ces ententes et ces cartels amenaient automatiquement à des monopoles, à des positions dominantes. Or, il est intéressant de voir qu'aujourd'hui, après à peu près 20 à 25 ans d'exercice de cette politique d'attaque contre tout ce qui est entente, eh bien, on n'a jamais eu autant de positions dominantes qu'aujourd'hui. Parce que auparavant, dans la Constitution et dans la loi sur la concurrence plus particulièrement, on luttait contre les abus de l'entente. Et une chose très intéressante à ce niveau-là, c'est que c'était jusqu'en 99, puisque la Constitution a été modifiée en 99, jusqu'en 99, on luttait contre les abus de l'entente, et c'était au Parlement, c'est le Parlement qui avait le rôle de décider ou de juger si une entente était licite ou illicite. Ça veut dire que c'était le rôle du Parlement, donc le rôle du représentant des citoyens, de juger de ça. Et c'est très intéressant parce qu'aujourd'hui, on a donné ça à la commission de la concurrence. Donc aujourd'hui, on a un regard peu économique sur la question de l'entente. Est-ce que ça péjore le consommateur ou pas? Auparavant, quand c'était le Parlement, eh bien, il devait juger si c'était licite ou illicite en prenant en compte pas seulement des aspects économiques, mais aussi des aspects sociétaux, c'est-à-dire des entreprises qui permettaient de faire vivre toute une vallée ou toute une région, eh bien on estimait que c'était une entente qui était positive, qui était valable. Alors qu'aujourd'hui, on s'attaque contre ces ententes-là. Donc c'est un élément qui est extrêmement important. Il y a les libraires qui se sont battus il y a une année en arrière pour avoir le prix unique du livre, c'est avoir le droit d'avoir une entente sur les prix et qui ont malheureusement échoué parce qu'aujourd'hui, avec cette notion qu'on a de la concurrence, eh bien, on n'admet pas qu'il puisse y avoir des mesures économiques qui n'aient pas un rôle qu'économique. Et c'est un petit peu
c'est notre idée, disons, avec cette initiative et avec notre réflexion, c'est on doit avoir dans la politique économique des mesures qui ne visent pas qu'un objectif purement économique, mais aussi un objectif de vivre ensemble, de cohésion de la communauté. Et à ce niveau-là, je reviens sur la question de l'importation, puisque on a demandé, là, les vignerons, on est monté l'année passée à Berne, et on demandait qu'on attribue les droits d'importation aux marchands qui travaillent avec les produits du pays. Et on avait ce système avant le référendum de la Maison d'Enner. On avait ce système qui est encore inscrit dans la loi, mais qui n'est pas appliqué, puisqu'il y a cinq modes d'attribution des contingents d'importation, et on n'applique plus ce mode-là qui était un mode intéressant, où on octroyait justement les permis en priorité à ceux qui travaillent avec les vins du pays. Et c'était important comme mesure, parce que c'était une mesure justement, une mesure qui vise un rôle économique et sociétal à la fois. Je m'explique. Moi, à l'époque, j'avais des marchands un petit peu dans toute la Suisse, dans plusieurs petites villes. Il y avait d'ailleurs dans presque toutes les villes moyennes des marchands qui commerçaient avec les vignerons du pays pour avoir des droits d'importation. Et une fois par année ou 2 fois par année, j'allais faire le tour, de ces marchands pour discuter avec eux. Est-ce qu'on continue? Est-ce qu'on commençait à aller l'année passée et tout? Et dans un pays comme le nôtre, à plusieurs langues et communautés différentes, eh bien, on voit que ce type de mesure qui a 2 rôles, qui a ce rôle sociétal et ce rôle économique, eh bien, c'est important pour la cohésion du pays, parce que ça permet aux régions de se rencontrer, ça renforce le tissu social et économique.